d'un service de psychiatrie dit fermé, c'est-à-dire de sens au contraire, donc je connais à peu près le sujet quand même. Donc, on remet en place un traitement médicamenteux, on établit la surveillance, quand il y a eu des passages à l'acte notamment, et puis on essaie de faire le travail de lien avec les services sociaux, et puis justement, déjà, les institutions extra-hospitalières. Donc c'est vrai qu'au Luxembourg, c'est relativement bien organisé avec les 3 hôpitaux qui s'occupent de la première ligne, et puis ensuite le CHNP qui peut intervenir pour plutôt de la réhabilitation, si je me trompe pas. Sophie m'arrêtera si je fais des bêtises, mais je crois. Bon, donc je ne vais pas rentrer dans tout le détail de l'hospitalisation. Bon, je peux répondre à vos questions, mais après, je vous dis, c'est essentiellement la remise en place d'un traitement, des éléments de surveillance, et une fois, c'est l'idée de stabiliser le patient. Donc une fois qu'on a stabilisé le patient, ben, on peut passer à des soins extra-hospitaliers. Donc l'idée finalement, c'est de soigner les symptômes positifs, là, vous avez compris. Donc l'exemple de la Ligue. Alors je mets quand même ça, je le dis à Profamille, alors je le répète là, il faut qu'il y ait quand même un traitement. Voilà. On peut dire tout ce qu'on veut, on peut je sais pas quoi, mais voilà, je le mets 3 fois, alors on peut peut-être le mettre que 2 fois, mais bon, il faut quand même qu'il y ait un traitement. Et c'est ce que je dis aux patients aussi. Je leur dis, écoutez, voilà, il faut quand même qu'on arrive à mettre en place un traitement. Alors on peut toujours trouver des arrangements, on peut toujours trouver de faire du mieux possible, que ce soit le plus acceptable, tout ce qu'on veut, mais il faut qu'on arrive quand même à mettre en place un traitement. Donc l'idée de la prise en charge hospitalière et aussi extra-hospitalière, bah, c'est la mise en place du traitement, le maintien du traitement, la surveillance du traitement. Donc ça c'est important. Donc je fais juste un petit encart sur le traitement et puis pour vous expliquer rapidement les choses. Donc comme je le disais, on a pu faire sortir les malades de l'hôpital parce qu'il y a eu une prise de conscience et l'idée d'une psychothérapie hors de l'hôpital. Et puis il y a eu aussi la découverte des médicaments. Donc ça c'est une équipe française qui découvre par hasard un traitement qui est utilisé initialement en anesthésie et qui finalement va contrer les symptômes positifs. Donc c'est la chlorpromazine. Ça réduit les symptômes de l'ordre de 70%. Les symptômes positifs, je l'ai bien dit. Okay. Donc il y a une efficacité démontrée sur les symptômes positifs. Alors malheureusement, il y a une faible efficacité sur les symptômes négatifs, pour ne pas dire majoration, mais enfin en tout cas, ça ne les améliore pas, ça c'est sûr. Alors on a quand même évolué, donc vous avez 50 première génération, et puis une deuxième génération, donc la première génération, donc c'est appelé neuroleptique, traitement tout à fait efficace, en termes d'efficacité c'est globalement similaire. Par contre, pour les neuroleptiques, vous avez beaucoup d'effets secondaires. Donc comme je disais tout à l'heure, ça bloque la dopamine. Sauf que la dopamine, ça sert à quelque chose quand même. Alors, ça donne un peu du sel à la vie, vous voyez, ça donne un peu de... Voilà. Donc quand vous n'avez plus ça, c'est quand même un peu plus compliqué. Donc on perd les effets positifs, si je puis dire, de la dopamine, et puis il y a des effets parkinsoniens. C'était essentiellement ça qui était gênant. Il y a un ensemble de symptômes, mais bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. On a progressé, donc on bloquait la dopamine dans la première génération. Dans la deuxième génération, on a bloqué la dopamine et la sérotonine, ou en tout cas certains récepteurs à la sérotonine. Alors on a beaucoup moins d'effets secondaires, beaucoup mieux en termes d'acceptabilité par le patient. Par contre, il y a des effets métaboliques. Ça fait prendre du poids, ce que ne faisaient pas forcément les premiers. Donc ça peut paraître pas très important, mais ça l'est énormément parce que c'est ça qui va finalement entraîner une diminution de l'espérance de vie. Parce qu'il y a les problèmes cardiovasculaires, il y a un problème de diabète, et des problèmes de syndrome métabolique. Donc c'est tout à fait important. Là encore, on peut rediscuter du traitement, juste préciser que ce qui existe quand même pas trop pour d'autres maladies, on a développé assez rapidement des formes injectables et des formes retard. C'est-à-dire qu'on peut maintenant avoir des patients qui ont des traitements tous les mois, en injection, tous les 3 mois, tous les 6 mois. Bon, donc, on sait maintenant que ces traitements-là sont quand même plus efficaces. Voilà, parce qu'on a beaucoup moins de risques de rechute si les traitements sont pris. Et en fait, même pour un traitement pour l'hypertension, pour une pneumopathie ou pour n'importe quoi, vous avez beaucoup de gens qui prennent quand même pas tout à fait bien leur traitement, pour n'importe quelle maladie. Donc quelqu'un qui, en plus, a des troubles
cognitifs, c'est-à-dire déficit de mémoire et compagnie, il a beaucoup plus de mal à prendre son médicament correctement tous les jours. Donc c'est l'idée d'un traitement injectable. Donc on va utiliser parfois des antidépresseurs, des anxiolytiques. Il y avait à l'époque l'idée que les antidépresseurs entraînaient des symptômes positifs, mais ça on est un peu revenu dessus. On peut tout à fait utiliser ce type de médicament, il faut le faire. Donc je fais juste un petit point sur les... une phrase. Sur les traitements non médicamenteux, parce qu'ils existent quand même, l'électroconvulsivothérapie, qui a malheureusement mauvaise presse parce que, voilà, c'est surtout dans les films présenté de façon un petit peu brutale. Maintenant, ça peut être utilisé. Bon, pour la schizophrénie, franchement, de moins en moins. Trouble de l'humeur, oui. Mais... Donc c'est les sismothérapies, les électrochocs, voilà, pour le dire clairement. Bon. Ce qui peut marcher dans la schizophrénie, c'est la stimulation magnétique transcrânienne, c'est-à-dire c'est l'utilisation d'un champ électromagnétique qui va faire en fait de la sismothérapie, mais de façon très localisée. Et ça peut avoir un impact très positif, notamment sur les hallucinations. Donc ça peut être efficace. Donc ça, c'est pour les symptômes positifs. Je viens de le dire. Je répète aussi que les symptômes positifs ne sont pas bénéfiques. C'est en plus. Donc c'est pas satisfaisant. Donc on doit traiter ces symptômes positifs pour éviter les crises. Et donc, c'est un traitement, comme c'est une maladie chronique, il faut traiter de façon longue. Donc, premier épisode, on va traiter 12 à 18 mois le patient. Et puis ensuite, à partir de 2 épisodes, on part plutôt sur 5 ans de traitement. Voilà. Ça ne veut pas dire quand même qu'on va traiter à vie. C'est les gens de Profamille, justement, qui m'ont envoyé une vidéo très intéressante sur l'idée que, justement, on puisse progressivement... diminuer les traitements très, très prudemment. C'est quand même, voilà, on va pas dire aux patients qu'on le traitera toute sa vie parce que c'est pas vrai. D'abord, déjà on ne sait pas ce qui se passera dans 10 ans. On aura peut-être d'autres modalités thérapeutiques. Et puis il y a la possibilité d'ajuster les choses progressivement. Voilà. Mais il faut inviter en tout cas inciter le patient à comprendre que c'est un traitement de toute façon de longue durée. Alors je vous l'ai dit, ça marche bien sur le positif, relativement bien, 70%. Quand c'est beaucoup, les 30% qui restent, c'est quand même beaucoup. Donc il faut traiter le plus tôt possible, parce que si c'est pas beaucoup, les 30% qui restent sont très très faibles. Vous voyez. Et malheureusement, les symptômes négatifs ne sont pas pris en charge correctement par les traitements. Et donc il y a toute la nécessité de ce qu'on appelle la réhabilitation psychosociale, c'est-à-dire finalement le soin extra-hospitalier qui est centré sur les symptômes négatifs. Alors c'est le rétablissement. Voilà. J'ai utilisé des mots-clés, comme ça, c'est mon côté un petit peu, je sais pas quoi, politique. Donc voilà, mots-clés. Donc le rétablissement, c'est ce qu'on recherche, c'est-à-dire c'est le fonctionnement du patient satisfaisant, c'est-à-dire une réintégration socio-professionnelle et familiale correcte, malgré son trouble. Alors l'exemple de la Ligue. Donc c'est l'idée à la Ligue d'une prise en charge intégrée. Donc là, je fais un peu de chauvinisme, voilà, je vous présente l'exemple de la Ligue. Alors, on a de la chance parce que finalement, c'est pas partout pareil, je peux vous le dire, finalement, on fait à peu près tout ce qu'on devrait faire. Alors je vais amener un certain nombre de limites à ce que je dis, mais tout ce qu'on peut faire est à peu près à disposition. Voilà. Alors après, entre c'est à disposition et c'est réalisé, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est à peu près à disposition. Donc si on travaille du mieux possible, on peut quand même maximiser les chances que le patient se rétablisse correctement. Donc la Ligue, alors j'ai juste redonné un petit peu nos valeurs, parce que ça c'est des choses que j'aime bien. Donc le rétablissement, je viens d'en parler. L'inclusion, c'est-à-dire l'idée de créer un environnement où finalement les gens, malgré leur déficit, malgré leur handicap, peuvent avoir des chances à peu près similaires. La citoyenneté, c'est le fait que n'importe qui puisse exercer son droit de citoyen du mieux possible. Et puis l'empowerment, le terme un peu un anglicisme qui n'a pas vraiment de traduction française, mais c'est l'idée que le patient soit invité à prendre lui-même en main les choses, voilà, par rapport à son fonctionnement. Donc j'ai décrit rapidement l'offre de soins pour le patient, pour la famille, et puis un petit point sur la prévention et la formation. Donc qu'est-ce qu'on peut proposer, nous, pour le patient? On a des groupes thérapeutiques.
Donc pour le patient, il faudrait une psychothérapie individuelle, une psychoéducation individuelle. La psychoéducation, c'est quand on apprend au malade en fait, les éléments de la maladie. Hein, c'est ce qu'on fait avec Profamille pour la famille, mais il faut aussi le faire pour le patient. C'est-à-dire, finalement, lui expliquer ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la maladie, comment elle va évoluer, quels sont les symptômes, quels sont les signes qui doivent l'avertir, hein, qui doivent l'alerter par rapport à son trouble pour qu'il puisse prévenir les rechutes. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui concerne la psychoéducation individuelle. Et donc, à la Ligue, on fait ça, ça s'appelle C'est quoi ce délire? Et c'est en 8 séances. Donc ça, c'est pour le patient. Il y a un groupe de remédiation cognitive. Alors la remédiation cognitive, c'est quelque chose qui doit, je parle sous contrôle de mes collègues, c'est quelque chose qui doit essayer de corriger, entre guillemets, en tout cas d'améliorer les troubles cognitifs. Hein, on vous a dit qu'il y avait des problèmes attentionnels, des problèmes de mémoire, et la remédiation cognitive, donc le groupe NIR en l'occurrence à la Ligue, c'est quelque chose qui doit essayer d'améliorer ces symptômes-là. Alors c'est souvent des choses informatisées, hein, donc il y a plusieurs programmes qui existent, ces choses informatisées, où finalement on va faire des exercices aux patients pour le réentraîner sur des choses spécifiques. Donc c'est vrai que pour le patient, un traitement, psychoéducation individuelle, ça c'est très important, et remédiation cognitive, ça c'est ce qu'on devrait faire. On doit aussi l'entraîner aux habiletés sociales, hein, parce que le repli autistique fait que finalement c'est des gens qui malheureusement parfois ont des difficultés à aller vers l'autre. Aller vers l'autre, ça s'entraîne, c'est comme le football, donc il faut s'entraîner. Donc le service de jour par exemple peut proposer ce genre de choses, accueil de patients, c'est d'ateliers thérapeutiques spécifiques, entraînement aux habiletés sociales, structuration du temps et de l'espace. Hein. Malheureusement les patients qui ont une schizophrénie, ils ont une temporalité qui est un petit peu perturbée, ils ont du mal à se retrouver dans le temps et dans l'espace. Donc c'est vrai que les structurer comme ça, leur donner des repères, c'est tout à fait important. Alors gestion des symptômes, oui, sans doute, oui. Et puis activités sportives, artistiques et culturelles pour essayer là encore de les réinsérer socialement. Donc ça, vous voyez, donc groupe thérapeutique, le service de jour et le service consultation, hein, dans lequel je travaille aussi. Donc là, c'est de la psychothérapie cognitive, donc il y a un certain nombre de techniques de psychothérapie cognitive qui vont permettre finalement d'atténuer les symptômes positifs, de travailler sur les symptômes associés, angoisse, dépression, les addictions, et puis, alors ce qui fait aussi partie du service consultation, mais qui n'est pas de la psychothérapie, c'est le versant évidemment social, hein, puisque c'est malheureusement des gens qui ont parfois des difficultés à gérer leur bien et puis malheureusement aussi leur personne, donc c'est tout ce qui est protection de justice. Donc ça c'est très très important, c'est le service social qui s'en occupe. Donc vous voyez, si on arrive déjà pour un patient à faire une psychoéducation individuelle, de la remédiation cognitive, qu'il soit intégré dans les groupes thérapeutiques avec un travail d'entraînement aux habiletés sociales, si on travaille sur les symptômes positifs en consultation, si on corrige les éléments d'anxiété, de dépression, les troubles addictifs, hein, consommation de tabac, consommation de cannabis, etc., et qu'il est suivi au plan social, c'est déjà pas mal. C'est quand même relativement difficile à mettre en place. Hein. Voilà. Alors au-delà de ça c'est vraiment centré sur le patient, il y a des choses un petit peu plus périphériques, on va dire, mais qui sont évidemment très importantes, c'est le logement. Hein. Les Anglais disent house first, ils ont bien raison. Voilà, c'est des gens qui malheureusement, hein, les patients qui ont une schizophrénie, parfois ils se retrouvent à la rue, enfin ils ont parfois des difficultés de logement, et donc on a une équipe qui s'occupe du logement, insertion par le logement. Donc il y a un foyer, hein, la Ligue. Il y a l'équipe des logements individuels, c'est-à-dire que ça c'est des logements qui sont mis à disposition des gens, on va dire ça comme ça, avec un suivi infirmier. Et puis il y a ce qu'on appelle l'équipe des logements privés, c'est-à-dire une équipe qui va visiter les gens à leur domicile. Donc ces gens-là disposent, donc les patients qui ont une schizophrénie disposent d'un logement individuel. Donc il y a le service dont je m'occupe modestement, le service rencontre. Hein. Donc service rencontre, c'est quelque chose qui est moins structuré que l'hôpital de jour. Donc c'est des permanences avec un accueil inconditionnel, c'est-à-dire que les patients peuvent venir s'ils ont envie ou pas. Et puis on a un peu développé le service dans le sens d'ateliers centrés sur le loisir, hein. L'organisation de vacances. Hein. C'est des gens qui malheureusement aussi ont des difficultés à s'organiser pour faire des sorties, pour aller en vacances, pour
pour faire des sorties culturelles. Donc là, dans le cadre d'une rencontre, on peut les aider à ça, avec toujours cette idée de l'empowerment, c'est-à-dire de les mettre le plus possible à contribution. Alors très très important aussi, et ce qu'on faisait en fait très peu avant, mais qu'on développe de plus en plus dans les soins extra-hospitaliers, c'est le travail sur l'emploi, sur la réintégration professionnelle. Donc il y a tout un versant qui, voilà, maintenant l'idée c'est que les patients aient une intégration socio-professionnelle, et donc c'est le service soutien à l'emploi qui s'occupe de ça. Donc vous voyez, voilà, il y a énormément de choses. Donc il y a la prise en charge hospitalière pour les symptômes positifs qui ne sont pas positifs, et puis pour tout ce qui est symptômes négatifs, eh ben, il y a ces éléments-là qu'on essaie de mettre en œuvre. Alors ça pour la famille. Alors il y a quand même moins de choses pour la famille. Hein. Mais enfin, il y a un numéro joignable quand même. C'est-à-dire que vous pouvez appeler à la Ligue et demander des informations. Il y a un site internet. Okay. Il y a un groupe de parole. Alors ça, c'est vrai que... c'est vrai qu'au départ, il n'existait pas ce groupe-là. Et puis, il y avait que le groupe Pro-Famille. Bon, le problème du groupe Pro-Famille, c'est, que j'évoque juste après, là, un groupe de psychoéducation familiale qui est très très structuré, avec, je l'ai dit tout à l'heure un peu en plaisantant, 14 séances de 4 heures, beaucoup de travail à la maison, beaucoup d'exercices à faire. Alors c'est très sérieux comme programme. Bon, alors après on essaie de le rendre un peu ludique, on essaie de rendre les séances un peu légères, parce que parfois c'est difficile, mais en tout cas il y a ce programme-là qui est très structuré, qui est un groupe fermé, on appelle ça. C'est-à-dire que les gens ils s'inscrivent au début et ils vont tout le programme, les 14 séances pendant 6 ou 8 mois, et puis voilà. Ça nous semblait un petit peu rigide. Donc on a essayé, avec l'équipe des groupes thérapeutiques, d'imaginer un groupe de parole, c'est-à-dire simplement un endroit où les familles, donc là c'est pour les familles, un endroit où les familles peuvent se réunir. Alors il y a une inscription quand même, pour qu'on voit un peu qui vient, ou voir quels locaux prévoir et compagnie, mais en tout cas l'accueil est là encore inconditionnel, les gens peuvent venir et puis échanger sur les situations, ou commencer à demander des informations. Donc on a appelé ça Parlons-en. Alors quand même, parce que ça j'entends souvent la remarque, j'ai mis participation ponctuelle à des consultations. Voilà, moi je reçois quand même souvent des familles. Alors le patient est là, il y a un secret médical. Alors oui, il y a un secret médical, c'est pas parce qu'il y a le secret médical qu'on peut rien dire jamais. C'est-à-dire que si le patient est là, on peut quand même parler un peu tous ensemble. Donc on n'a en effet pas le droit de donner d'informations sans la présence du patient, mais bon, quand les choses sont travaillées un peu comme ça, on peut tout à fait réunir tout le monde dans une pièce et puis aborder un certain nombre de problèmes. Donc voilà, ça je pense que c'est aussi un versant important de ce qu'on peut amener à la famille. Donc prise en charge du patient, prise en charge de la famille, et puis on élargit encore le focal, là, le patient, la périphérie, l'emploi, le logement, et puis on élargit encore, et ça c'est évidemment aussi assez fondamental, c'est la question de l'information, de la prévention. Moi j'aime bien promotion, enfin c'est prévention, mais promotion de la santé mentale, bon j'aime bien aussi ça. Donc vous l'avez vu, finalement les maladies mentales, c'est celles qui sont en dernier restées comme ça, peu connues, obscures, voilà. Alors c'est dû en grande partie au fait qu'on était les gens qui avaient une maladie mentale dans des asiles et qui étaient à l'extérieur des villes, donc comme ça on s'en occupait pas trop. Mais voilà, c'est l'idée qu'il y a une grande stigmatisation de ce public-là, parce qu'il y a une méconnaissance de la maladie. Voilà. Donc il y a une stigmatisation de la maladie, la schizophrénie ça fait peur, il y a une stigmatisation des malades eux-mêmes, et alors j'allais même plus loin, des soignants. C'est-à-dire que voilà, quand vous êtes psychiatre, on regarde toujours un peu d'un sale œil, infirmier en psychiatrie c'est un peu pareil, psychologue, voilà, on se pose des questions quand même. Voilà. Donc voilà, il y a la stigmatisation des soignants. Donc ça c'est quand même, et moi je pense que c'est vraiment un frein majeur à l'évolution des choses. Donc ce qui doit aider à la déstigmatisation, c'est l'information et la promotion ou prévention, comme vous voulez. Donc c'est ce que j'indique. Et alors, j'ai un de mes maîtres qui disait, voilà, il faudrait engager des gens, il pensait à des délégués de laboratoire, les délégués de laboratoire, ils n'ont plus trop de travail actuellement, parce que
tout se fait par, vous savez, par Internet, là. Alors ils n'envoient plus les gens visiter les médecins. Voilà. Donc ils disaient, bon, bah, il faut récupérer ces gens-là, parce qu'ils sont un peu dans le domaine médical et puis ils connaissent bien les choses. Il faudrait récupérer ces gens-là, les envoyer chez les médecins généralistes, chez tous les autres professionnels, pour qu'ils aillent expliquer la maladie mentale. Voilà. Il avait cette idée-là. Bon, ça n'a jamais été fait, mais c'était pas une mauvaise idée. En tout cas, l'idée était bonne, d'aller vers les soignants aussi, quoi. C'est vrai que la psychiatrie, c'est pas... Enfin, en tout cas en France, je ne sais pas comment c'est dans d'autres pays, mais à mon avis c'est assez similaire, c'est très peu étudié, c'est très peu enseigné pendant les études. Si vous ne faites pas des études spécialisées, vous ne savez rien, ou peu. Donc voilà. Donc une petite conclusion, parce que vous avez compris que le sujet est suffisamment vaste pour que je ne puisse pas conclure comme ça en une page. Donc en gros, les choses qu'on doit faire sont à peu près disponibles au Luxembourg. On a beaucoup de chance, pas tout le temps comme ça. Sauf que c'est évidemment difficile de tout faire, pour tout le monde. Parce qu'il y a énormément de choses à mettre en œuvre et que c'est difficile de coordonner tout. Donc je parle là des mesures extra-hospitalières. Hein. Donc il y a, dans un premier temps, une coordination à faire entre l'intra-hospitalier et l'extra-hospitalier. Ça, j'allais dire c'est notre faute, c'est leur faute, enfin je sais pas, mais il faut qu'on discute, voilà, il faut... Bon, mais enfin on a une bonne collaboration, je trouve, hein. Moi je trouve que ça se passe plutôt bien, en tout cas moi, ça se passe très bien, voilà, donc je suis content. Mais il y a une coordination à faire, peut-être dans comment on organise un peu le trajectoire du patient, et puis il faut essayer, quand le patient est stabilisé, bah, de mettre en place toutes les mesures que j'ai évoquées tout à l'heure, et comme j'ai dit, c'est pas forcément évident. En tout cas, globalement, on a inversé la tendance. Hein. C'est-à-dire que finalement, alors là c'est intéressant parce qu'on a quand même des études avant les médicaments. Hein, donc on sait comment les gens évoluaient avant les années 50. Et avant les années 50, vous aviez en gros 10 à 20% de bonne évolution. C'est-à-dire que vous aviez, c'est quand même pas beaucoup, hein, vous aviez voilà, 80-90% des gens qui évoluaient très mal, donc style démence précoce comme indiqué, et puis vous aviez 10 à 20% des gens qui arrivaient à peu près à s'en sortir pour diverses raisons, niveau cognitif particulier, enfin bon, il y a un certain nombre de choses qui entrent en ligne de compte, mais le fait est qu'ils arrivaient à peu près à s'en sortir, si je puis dire. Et donc, je vous dis, 80% de pronostics très sombres, on a inversé les choses. C'est-à-dire que maintenant, on a 10 à 20% de pronostics mauvais. C'est-à-dire qu'on a 80% d'évolution bonne ou moyenne. Et on a 10 à 20% de mauvaise évolution. Donc c'est évidemment, ce que je dis là est pas juste, hein, pas précis, vous avez bien compris, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc l'idée d'un soin extra-hospitalier, hospitalier et extra-hospitalier, et puis des traitements médicamenteux, ça a permis quand même une inversion des choses. Puis là, je vais quand même prêcher un peu pour ma paroisse, mais enfin, en même temps, j'ai travaillé longtemps en intra-hospitalier, donc j'ai pas de problème. Mais il est démontré, quand même, par un certain nombre d'institutions de santé, que porter l'effort sur le soin extra-hospitalier était très important et permettait quand même une bonne évolution et une prévention des rechutes. Hein. C'est-à-dire que, pour le dire un peu trivialement, mettre tout l'argent sur l'intra-hospitalier, c'est pas forcément le gage d'avoir une efficacité bonne. Il faut répartir les choses et avoir un équilibre entre l'intra et l'extra. Voilà. J'espère que je vous ai pas trop... J'ai pas fait trop d'informations, j'ai pas donné trop d'informations. Donc merci de votre attention. Si vous l'étiez, je vous félicite. Et je peux répondre à cette question si vous...